Messieurs, chers amis camarades, ce soir nous avons l'honneur d'accueillir un homme qui, depuis plusieurs décennies, incarne une parole indépendante, souvent marginale, mais toujours cohérente et résolument tournée vers l'avenir. Monsieur Jacques Cheminade, fondateur du Parti Solidarité et Progrès, ancien candidat à l'élection présidentielle, il a fait de son engagement politique une quête de vérité, de justice économique et de souveraineté populaire. Dans un paysage politique souvent dominé par les intérêts court-termistes et les logiques de communication, sa voix dissonante, parfois provocatrice, mais toujours rigoureuse, interroge, dérange, mais surtout éclaire. Diplômé de l'ENA, fonctionnaire d'État devenu dissident, Jacques Cheminade a très tôt pris la décision de rompre avec les chemins tracés pour proposer une autre voie, un autre récit. Un autre récit où la science, la culture, le dialogue des civilisations et la liberté des peuples tiennent une place centrale. Un récit où la politique ne se réduit pas à la gestion, mais redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Une affaire de vision et d'émancipation. À travers ses prises de position sur les relations internationales, la finance, la décolonisation ou encore l'éducation, il nous invite à repenser les fondements même de notre système. Ce soir, il sera parmi nous pour nous partager son analyse, nourri d'une expérience unique et d'une fidélité constante à ses idées. Dans un contexte où les menaces de guerre, de fragmentation sociale et d'effondrement économique s'accumulent, sa parole prend une place résonante. Une parole exigeante, mais essentielle, qui nous oblige à penser autrement, à prendre de la hauteur et à renouer avec les fondements oubliés de la souveraineté. Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je vous laisse introduire votre thème. Alors, par rapport à cette présentation peut-être trop flatteuse, je veux rappeler ma campagne présidentielle de 1995 qui a été la première campagne. Alors, je crois qu'elle a été déterminante, mais je vais vous dire ce que pensaient les journalistes à l'époque de moi. J'avais eu les 500 signatures, c'était inouï, je ne devais pas être là. Alors, voilà ce que disait Arnaud Vivian dans Libération à l'époque. Les indéfinissables pataquès de Cheminade, gastéropodes babéliens, amassant dans sa coquille vide toutes les pensées creuses. Et Thierry Breillet, éditorialiste du Monde, donc j'ai mentionné Le Monde et Libération, j'aurais pu mentionner aux 6 minutes qui m'a, d'un autre côté de l'échiquier, du soi-disant échiquier politique, m'a tapé dessus de la même façon, mais l'éditorialiste du Monde disait, le très respectable Monde, dans Priorité à l'égalité, un seul candidat contestable a franchi la barre des parrainages, Jacques Cheminade, dont les idées forment un curieux mélange, heureusement peu courant en France. Mais nul ne peut nier que les autres, tous les autres, ne représentent des courants d'opinion qui doivent pouvoir s'exprimer à cette occasion. Donc, j'étais celui qu'il fallait exclure. Ce que j'écris dans ma profession de foi, pour vous permettre de juger, à l'époque, c'est la chose suivante. L'on tente de nous faire croire qu'il existe une entité suprême appelée marché, à laquelle il faudrait se soumettre, car ce serait l'état naturel de la société. Rien n'est plus faux, les marchés ont un visage. C'est celui de l'oligarchie, celle de la City de Londres et de Wall Street, de la Réserve fédérale américaine et du Fonds monétaire international. Les relais de leur politique sont chez nous la direction du Trésor, la Banque de France, et le petit monde incestueux des cabinets ministériels et des plumitifs de cours attitrés. Éliminer le cancer financier et mettre en œuvre un nouveau plan Marshall Ouest-Est et Nord-Sud, réorienter les flux financiers vers les infrastructures et la production sont ma conviction la plus profonde. Cette démarche suppose que l'État reprenne le contrôle du crédit et le d'émission de monnaie, une Europe où les taux de change et d'endettement croissent en même temps, où les taux réels d'intérêt augmentent plus rapidement que la productivité et où les revenus du capital sont détaxés et ceux du travail écrasés, est une Europe qui va droit dans le mur. Alors ça, je le disais en 1995, à un moment où était déjà passé ce que nous avions dénoncé dans notre parti, l'acte unique européen de 1986, qui prévoyait la libre circulation des biens, des services, des personnes et surtout des capitaux. Donc, qui, dans cette situation, dès 1986, abolissait les moyens d'une souveraineté nationale. Et ce que je dénonçais en 1995, donc, c'est ce qui venait après. D'autres avaient dénoncé aussi cette chose. Philippe Séguin, par exemple, disait
La France, en tant qu'État, n'aura absolument aucune part dans l'élaboration de la politique monétaire. C'est cela sans doute qu'on appelle la souveraineté partagée. Et Jean-Pierre Chevènement également s'opposait au traité de Maastricht. La France risque de perdre son indépendance monétaire, financière et commerciale et juridique. Mais, comme disait l'auteur anglais Aldous Huxley, l'un et l'autre étaient très plastiques, très pneumatiques. Philippe Séguin soutiendra la candidature de Jacques Chirac et Chevènement celle de Lionel Jospin. Alors, ce que j'avais dit, je pense, aujourd'hui, apparaît dans la situation de menace de guerre et de crise générale du système financier occidental, et les deux étant liés, apparaît comme quelque chose qui était à l'époque, hélas, prévoir ce qui allait arriver. Et je pense que la faiblesse fondamentale, qui c'est celle de nos politiques qui sont en place, tant du président de la République que du ménage à trois de l'Assemblée nationale, que de tous les commentateurs qui sont foisons en France, mais on voit plus de commentateurs que d'acteurs réels. Leur erreur, c'est qu'ils croient que l'économie, c'est la monnaie ou la terre ou le doux commerce et les échanges. Aujourd'hui, c'est singulièrement la monnaie, surtout la monnaie. Mais l'économie, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce que vous êtes habitué à recevoir comme définition. L'économie, c'est une conception de l'être humain, le reflet d'une conception de l'être humain, où l'on croit que l'être humain a une disposition au bien et non au bien et au mal en même temps. Le mal, c'est lorsqu'il apparaît, c'est lorsqu'il n'y a plus de bien, lorsqu'on n'est plus de bien, lorsqu'on ne s'engage plus. Alors cela est choquant pour les gens aujourd'hui, qui se réfugient pour beaucoup dans l'abstention ou le pessimisme, le confort d'un pessimisme, ou répètent, en y ajoutant une plus ou moins grande dose de violence, des choses déjà établies, des écrits déjà passés. Et ils en restent donc à une conception qui n'est pas la conception où l'économie et la société doivent donner aux moyens, donner aux êtres humains, les moyens d'un avenir meilleur, d'accroître leur capacité d'accueil sur Terre, de traiter la nature comme un bien commun, et d'être capable d'avoir une conception de l'être humain dans laquelle on voit l'autre comme une possibilité d'entente, une possibilité de développement mutuel. C'est tout à fait contraire à ce que l'oligarchie véhicule, c'est-à-dire ce que Carl Schmitt, qui était le juriste du Reich hitlérien, appelait la nécessité d'un ennemi existentiel. On crée un système de la peur, vous l'avez vu par la dernière présentation d'Emmanuel Macron, et la peur de l'autre, la peur d'une invasion qui viendrait, la peur de la Chine, la peur du maître du Kremlin. Et par rapport à cela, on vous impose une politique d'austérité, et ce que M. Bayrou ou les autres appellent une politique raisonnable, qu'il faut moins de dépenses publiques, moins de dépenses sociales et moins de services publics. Alors, on en est là. Et en parlant de l'État, en prenant un rôle renforcé de l'État dans l'économie, ne risque-t-on pas de revenir à des logiques étatiques qui seraient pesantes, voire autoritaires? Non, c'est comme une banque nationale. Ça doit être un État des citoyens. Une banque nationale, ce qu'a fait, par exemple, en 1981, la gauche, entre guillemets, qui est arrivée au pouvoir. Elle a nationalisé des banques, elle a créé un système de crédit public. Mais en mettant à la tête de ces institutions des gens du même milieu, du même niveau, qui avaient fait les mêmes études que ceux qui étaient auparavant dans le privé. Et des gens qui, dans le public, pensaient passer au privé pour gagner beaucoup plus d'argent. Donc, c'est une conception vérolée d'avance de l'État. L'État doit être un État où chacun soit capable de le contrôler et chaque citoyen doit se sentir avec les capacités et la puissance d'un futur dirigeant politique. Et c'est là que, dans cette conception du citoyen, qui a plusieurs fois été esquissée dans l'histoire mais jamais pleinement réalisée, on doit répondre, ce que j'ai appelé répondre au cri du peuple, ce que Juvalès
disait dans son journal pendant la Commune de Paris. Répondre au cri du peuple, c'est lui donner les moyens de participer à l'exercice du pouvoir de plus en plus directement. C'est la démocratie directe, sans exclure la démocratie représentative, mais c'est avoir des instances où le peuple participe directement à la définition du pouvoir et à son exercice. Et c'est là qu'il est essentiel que cette idée de participation soit associée à l'idée de créer une société qui assure une capacité d'accueil meilleure. Nous avons nous-mêmes établi comme système, notre ami américain Lyndon LaRouche l'avait fait avec ses collaborateurs, dont j'étais, c'est le potentiel de densité démographique relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la capacité qu'a une société d'accroître sa capacité d'accueil d'êtres humains en leur donnant l'avenir, en leur donnant un futur. Et l'accroître, non pas comme font les lapins, en développant les lapins dans un champ, sans ça on tombe dans le malthusianisme et tous les lapins finissent par manger toute l'herbe du champ, non. En créant des êtres humains qui pensent, qui conçoivent, qui découvrent et qui aiment explorer l'inconnu. Or, en France, malheureusement, dans un système qui a été celui du positivisme, qui a été celui du cartésianisme, on n'explore pas l'inconnu. Donc si vous donnez cette capacité aux citoyens d'explorer l'inconnu, l'État devient lui-même explorateur. Et c'est ce qu'il faut. Parce que si vous ne cherchez pas à connaître ce qui viendra après, vous êtes condamné à répéter ce qui a été avant et finalement à devenir pessimiste. Et comme aujourd'hui, dans tous les pays du monde, à vous réarmer, on réarme partout dans le monde et on ne fait pas d'enfants. Vous savez qu'en France, on est né à 1,7, environ un peu moins, alors que les ménages souhaitent 2,37. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'on leur n'a pas les moyens et parce qu'ils n'ont pas l'espérance. C'est pas donner plus d'argent à un tel et un tel. Oui, il faut prolonger les délais où le père et la mère peuvent s'occuper de leur enfant, il faut établir plus de crèches, il faut s'occuper des 1000 premiers jours, c'est vrai. Mais surtout, il faut donner une espérance. Et aujourd'hui, cet État tel qu'il est stratifié, en effet, et là vous avez raison, ne donne pas du tout d'espérance, non plus du tout une espérance. C'est un État qui donne un sens d'une France qui est menacée et qui en même temps se rétrécit. C'est un État qui entretient volontairement les passions tristes. Ah, vous avez disparu. Non, non, je suis là, je vous écoute. Ah bon, non, je vous attendais, là, pour rebondir. Alors, est-ce que vous pensez que le protectionnisme est la solution à tous nos problèmes économiques? À l'heure des grands défis climatiques, migratoires et technologiques, c'est des enjeux qui sont transnationaux. Est-ce qu'on devrait remettre... Oui. Est-ce qu'on devrait remettre l'accent sur la souveraineté nationale? Est-ce que ça ne risquerait pas de freiner la coopération internationale? Alors, le protectionnisme, c'est ni un bien ni un mal, c'est un moyen, c'est un outil. Et il faut l'utiliser quand on a des industries naissantes qu'on veut protéger, comme pour un pays africain, par exemple, aujourd'hui, ou comme pour chez nous, des industries naissantes qui seraient menacées par une concurrence étrangère indue. Mais c'est pas, comme Trump le pense, une arme là qu'on manie en tous les sens pour en faire une arme de chantage. Cela, ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Ça a à voir avec une politique de rapport de force dans laquelle on essaye de faire, on dit en anglais, le taureau vis-à-vis des autres, les bousculer, les pousser avec ses cornes et voir qu'ils se soumettent. Et c'est pas du tout la conception d'un être humain qui travaille avec d'autres êtres humains, qui pense qu'il y a un système gagnant-gagnant et que ce système, on peut le développer et le faire en travaillant ensemble pour créer un ordre qui soit meilleur. Et c'est une idée absolument fondamentale qui est l'idée qui doit être la base même de la politique. Si on sort de là, si on sort de cette idée, on tombe dans ce qui est le cas aujourd'hui, où l'on voit l'autre comme un ennemi, comme un adversaire, on lui met des tarifs, quelle que soit l'occasion, dans le nez, et puis voilà, et on pense que c'est une politique de pouvoir. Eh bien non, la véritable puissance n'est pas le pouvoir. La véritable puissance, c'est une capacité de créer les conditions où l'être humain
aura des relations avec d'autres êtres humains, de créateurs, qui découvrent, et qui en même temps est en rapport avec ses capacités même physiques. Je crois que l'exemple même de cet être humain créateur et qui utilise ses capacités physiques, c'est l'astronaute, par exemple. C'est l'astronaute ou c'est le paysan qui s'occupe de son jardin, mais qui s'en occupe bien. Donc il doit mesurer qu'est-ce qu'il doit mettre sur terre, comment doivent travailler ses mains, il doit penser avec son esprit. Vous savez ce que disait un prêtre qui est à la base de notre éducation en milieu rural, les familles rurales, il disait « chaque paysan doit devenir un savant ». Et un savant, c'est quelqu'un qui, avec ses mains et avec son esprit, est en train de faire quelque chose qui rend meilleure la société où il vit. Et c'est la même chose pour un astronaute. Il essaye d'étendre la capacité de connaissance, d'aller plus loin. Et l'un comme l'autre, lorsqu'ils sortent, qui rencontrent des obstacles, qu'est-ce qui arrive? Mais réfléchissent s'ils sont trompés ou s'ils ne sont pas trompés. Ils doivent réfléchir vite, surtout l'astronaute. Réfléchir vite et créer. S'ils ne créent pas, bien, le jardin commence à dépérir et l'astronaute risque de mourir dans l'espace. Donc il faut avoir cette idée que ce qui est devant soi, les générations futures, c'est ce par rapport à quoi on doit penser et agir. Les meilleurs parmi ceux qui ont animé la Révolution française dans le domaine des arts et des sciences le disaient. Ils disaient les générations à naître, il faut servir les générations à naître. Et je pense que de la même façon, j'ai écrit La France avec les yeux du futur. Ça a l'air fou de penser comment le futur a-t-il des yeux. C'est ce que ça veut dire, c'est une métaphore. Ça veut dire qu'il faut penser à ce futur à la fois dans le présent et dans l'avenir. Or, les discussions que je peux avoir aux États-Unis avec mon ami Lyndon LaRouche, à l'époque, c'était qu'on cherchait à enfoncer dans l'histoire les êtres humains dans un présent. Ce on a appelé Margaret Thatcher, disait d'ailleurs, c'est le présent qui m'intéresse, de son point de vue. Donc, ça veut dire que dans le domaine économique, on ne pense plus en termes de nouveaux principes physiques, de nouvelles découvertes, leur application technologique. On pense en termes financiers, dans un Far West financier, où le plus fort l'emporte contre l'autre. Et puis en même temps, à l'époque, si on attaquait ça, on était de gauche ou d'extrême gauche. Aux États-Unis, on était communiste et classé communiste comme je l'étais. Si, en même temps, on ne voit pas qu'il y a une contre-culture, une sous-culture qui se développe, qui est ce sexe-marchandise, la consommation de drogue ou la musique-bruit, et que cela se développe en même temps que cette politique de Far West financier, si on ne voit pas ça, on ne voit pas la réalité. Alors, à l'époque, si on attaquait cette contre-culture, cette sous-culture, on était de droite ou d'extrême droite. Donc, c'est pour ça que l'on a qualifié, on ne sait pas où vous placer. Ben, si, parce que de ce point de vue de l'évolution de la société, les deux choses marchent ensemble. Par exemple, la preuve, aux États-Unis, alors que se développait le système financier, les forces de Wall Street, et même Le Monde, même l'Obs ont publié des articles sur ça, ont développé une attraction pour les paradis artificiels, pour créer une addiction, et écarter les jeunes de leur mobilisation contre la guerre du Vietnam. Il y a un homme politique américain qui s'appelle Eugene McCarthy, rien à voir avec l'autre, tout à fait à l'opposé, qui était un démocrate, qui essayait de faire cette politique-là, cette politique différente. Et il avait dit, être révolutionnaire, c'est aussi être propre sur soi, c'est pas tomber dans le nouvel âge et cette sorte de chute dans une société où le plaisir immédiat, la perception immédiate est ce qui vous définit. Donc, John McCarthy a été éliminé volontairement par les élites américaines. Il était dangereux. Et John McCarthy lui-même a dit Lyndon LaRouche est en train d'apporter quelque chose que moi j'essayais d'apporter. Il était candidat présidentiel. John McCarthy, il devait être probablement le candidat démocrate. Il était battu parce qu'on a organisé contre lui une manifestation de jeunes. Il y a eu des morts. On a dit c'est sa faute, c'est sa faute. Donc voilà, je pense qu'il faut penser dans ces termes qui est d'éviter cette société pour les jeunes d'aujourd'hui, qui ont raison de ne pas vouloir être enregimentés, qui ont raison de ne pas vouloir se voir balancer des idées reçues, et qui ont raison de vouloir rire des réputations qui sont indues. Eh bien, pour ces jeunes-là, il faut dire que le danger, c'est cette société des images, cette société du virtuel qui vise à les écarter du réel. Et cette société du virtuel repose
sur le principe de satisfaction, ensuite d'addiction, et puis de tentation, de répétition, de recommencer. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans toutes les, par exemple dans la matière à TikTok ou dans les programmes ou dans les programmes télévisés, les séries par exemple, à un certain niveau, et pour la consommation de drogue, on crée toujours le sentiment qu'il faut plus, qu'il en faudrait plus, et faire que la satisfaction soit le plus immédiate possible. Après, on en veut encore, on en veut encore. C'est comme ça qu'on tient les gens, et qui deviennent pessimistes, parce qu'ils sont définis non pas par le bien ou la qualité des relations qu'ils peuvent avoir avec autrui, mais ils sont définis par leur plaisir immédiat, et qui sont toujours insatisfaits parce qu'ils ne passent pas par l'entendement, ils en veulent toujours plus, et de cette façon, ils sont contrôlés. Alors, en faisant mes recherches, j'ai vu que vous parliez souvent d'économie réelle comme un idéal perdu. Mais est-ce qu'à l'ère des marchés mondiaux, des crypto-monnaies et de la spéculation automatisée, est-ce que c'est encore réaliste de revenir à un modèle de productivité ancré dans un local et de l'industrie et dans l'industrie? Modèle d'économie financière. Prenez Trump. Trump, il dit qu'il veut faire la paix. Donc, en Ukraine. Je passe sur ce qu'il fait au Moyen-Orient, c'est une autre question. Il veut faire la paix. Mais c'est sur des sables mouvants. Il veut faire la paix sur la base du système existant de la City, de Wall Street, et maintenant, il ajoute l'oligarchie des cryptos. Et les cryptos, qu'est-ce que c'est? C'est vouloir faire de l'argent tout de suite sur des bases qui ne reposent sur rien. Une crypto ne repose sur rien. Donc c'est le jeu. C'est un jeu. Ces gens-là devaient relire Le Joueur de Dostoïevski, par exemple. C'est le jeu. Et on est attiré par ce jeu d'argent. En France, c'est très intéressant de relire certains auteurs de la fin du 19e siècle, où on sentait, début du 20e, où on sentait que cette crise se produisait. C'est l'argent d'Émile Zola, ou aussi l'argent de Charles Péguy, qui lui, Charles Péguy, comme Zola d'ailleurs, dénonçait cette société qui était en train de se développer. Vous savez, pour moi, une des scènes les plus tristes que j'ai jamais vu, lu dans ce cas, c'est dans L'Assommoir de Zola, où Gervaise et ses amis, pour un instant qui sont heureux, c'est des gens du peuple, malheureux, écrasés, dominés, et ils sont heureux, ils se réunissent ensemble, et ils font un bon gueuleton, et ils se mettent à chanter. Et ils chantent des chansons de Kafkons complètement idiotes, parce que leur bonté, le meilleur d'eux-mêmes, lorsqu'ils sont ensemble, n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'on n'a pas donné les moyens. Et vraiment, pour un politique, c'est d'associer à ce combat pour une économie réelle une culture qui soit une culture de la découverte et une culture de principe. Pas cette sous-culture qui est basée sur la perception immédiate, la satisfaction pour vous induire à vous détourner de ce qui est un combat politique sérieux. J'ai une autre question. On va rappeler le thème de notre conférence d'aujourd'hui, qui porte sur la souveraineté économique. Est-ce que vous pensez que on peut appeler à une diplomatie souveraine fondée sur un dialogue? Vous parlez de Trump. Vous parlez de Trump tout à l'heure, mais face à des puissances comme les États-Unis et la Chine ou la Russie, n'est-ce pas un peu illusoire de penser qu'un pays comme la France puisse peser sans puissance économique ou militaire équivalente? Alors, il peut peser en croyant en lui-même. D'abord, il faut redonner la confiance aux citoyens pour croire en eux-mêmes et croire en leur pays. Et pas en leur disant, comme disent toute une droite et une extrême droite qui revient dans cette sorte d'union des droites, de dire le problème c'est l'islam, c'est l'autre, etc. Non, il faut croire en soi-même par rapport à ce qu'on peut apporter aux autres. Il y a un très beau discours du général de Gaulle pendant la guerre, je crois que c'est pour l'Alliance française d'Alger, en 1942, où il dit que la France manque au monde, que la France est occupée, qu'elle manque au monde et qu'il faut se battre pour sa libération. Mais il dit une fois qu'elle sera libérée, on ne recommencera pas comme avant. C'est pas qu'avant c'était mieux. On trouvera dans les ressources d'avant pour faire mieux qu'avant. Et on les trouvera en laissant pénétrer la France du meilleur des idées
qui sont dans le monde. Donc ça, c'est la vision d'un ordre gagnant-gagnant, comme diraient les Chinois aujourd'hui. C'est ce qu'ils disent, il faut les prendre au mot. Hein. Un ordre gagnant-gagnant, et en même temps ce que Poutine, par exemple, appelle un ordre polyphonique. Alors je vais beaucoup choquer peut-être certains auditeurs, mais il faut les prendre au mot et penser, voilà, il y a aujourd'hui un système militaro-financier. Ce que dénonçait Eisenhower en 1961, lorsqu'il est parti de la présidence des États-Unis, hein, il disait le complexe militaro-industriel. Aujourd'hui, c'est le militaro-financier et ça a pénétré partout. C'est avec cette sous-culture de l'immédiat, du financier, de la spéculation, et pas de la réflexion dans la qualité du futur. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a triomphé, ce qu'Eisenhower dénonçait en 61. Et ce que Kennedy aussi, avait, à l'époque, a essayé de combattre, avec toutes ses limites peut-être, mais il a essayé de le combattre, lui et son frère. Et il disait, il faut créer une nouvelle coexistence pacifique. Il y a un très beau discours d'ailleurs de lui, du 10 juin 1963, sur la nouvelle coexistence pacifique, une unité sans uniformisation, et une croyance commune, puisque nous sommes tous mortels après tout, une croyance commune qu'on peut rendre la vie meilleure tant qu'on y est, et que c'est essentiel pour le futur de l'humanité et de l'être humain. Eh bien, Kennedy, sur ce principe-là, a réussi avec l'aide de milieu du pape Jean XXIII, qui était le grand pape pour moi, si on considère les choses d'un point de vue politique. Il a réussi à établir un dialogue avec Khrouchtchev, et chacun d'entre eux ont réussi à trouver un terrain d'entente pendant la crise des missiles de Cuba. Et trouver un terrain d'entente, c'était définir pour eux quelque chose qui soit compatible avec chacun de leurs pays, c'est-à-dire le destin futur de l'humanité. Et cela était en train de s'élaborer, et puis Khrouchtchev a été chassé, Kennedy a été assassiné, et cela ne s'est pas fait, n'a pas pu se faire. Et on a rebasculé dans ce que nous appelons l'idéologie impériale britannique. Alors c'est pas que ce soit le peuple anglais, ni que ce soit les Britanniques eux-mêmes. C'est une vision historique d'empire, qui est une vision de contrôler en divisant pour régner, et de établir sa puissance sur le règne de la domination à la fois de la monnaie et de la culture. Aujourd'hui en France, nous vivons exactement sous un régime d'occupation financière et culturelle, c'est ce que j'ai dénoncé et que je ne cesserai jamais de dénoncer. Et je suis optimiste parce que je pense qu'il y a des ressources dans le peuple français et en particulier chez les jeunes, il y a des ressources qui sont très profondes et qui à un certain moment créeront la possibilité de ce que Jaurès appelait un lumineux réveil et de Gaulle un sursaut. Donc il y a cette capacité. Et vous savez, il y a des choses qu'il faut rappeler. Il faut rappeler que De Gaulle, c'est connu, le 18 juin a fait son appel du 18 juin pour dénoncer l'occupation de la France. Mais un communiste, Charles Tillon, l'avait fait aussi le 17 juin. Donc il faut partir de ce genre de coïncidence par-dessus les étiquettes pour réunir une cohésion nationale. C'est ça la souveraineté. Une cohésion nationale qui soit basée sur ce que la France peut apporter au monde et en même temps ce qu'elle peut apporter aux Français et aux Françaises. C'est ça la souveraineté. C'est pas une ligne Maginot derrière laquelle on se protège et on dit voilà, parce qu'une ligne Maginot, ça se fait toujours prendre par derrière, hein, comme ça a été le cas pendant la guerre de 40. Donc ça veut dire aller de l'avant, découvrir et offrir au monde quelque chose qui le rendra encore plus heureux qu'il n'était. Et cette recherche du bonheur, qui est une recherche du bonheur, comprendre les principes du monde dans lequel on vit, les appliquer pour le mieux, être heureux de découvrir quelque chose de nouveau. Et si on ne découvre pas, de voir que d'autres l'ont découvert et qu'ils ont bien fait. Donc c'est ça qui rend un être humain humain. Et c'est dans la déclaration d'indépendance américaine, on le dit, c'est la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Alors là, les États-Unis ont complètement trahi, bien sûr, leur propre déclaration d'indépendance et même leur propre constitution. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, une idéologie qui était l'idéologie d'élimination de l'autre, ce qui est arrivé avec les guerres indiennes, ce qui est arrivé aussi en Argentine, avec une répression de la population indienne, notamment la vallée des larmes des Cherokees aux États-Unis. Et puis, l'influence britannique qui s'est développée au début
du XXe siècle et qui a abouti à la fondation de la Réserve fédérale. Alors la Réserve fédérale, créée en 1913, c'était une banque de banques et pas une banque nationale dans laquelle la nation pourra vérifier ce qui s'y passe. Vous savez, en France, je reviens à 1981, on fait une politique sociale. Bon, on fait une politique d'avantage pour les travailleurs. Et en même temps, on fait cette politique de crédit public. Mais on met les mêmes dans ces institutions, les mêmes qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mêmes qui étaient où les mêmes familles, les mêmes conceptions du monde qui étaient dans le privé. Et comme me disait un ami, François Morin, qui était conseiller de Pierre Mauroy, quand la gauche essayait encore, elle a essayé, mais elle s'est tirée une balle dans le pied, en créant, en étant dans ce contexte d'une sorte d'inceste familial, entre des gens pour qui la création n'est pas le plus important. Le plus important pour ces gens-là, qu'on le voit aujourd'hui encore de façon pire, c'est la fonction qu'ils occupent et le pouvoir que ça lui donne. C'est pas la puissance créatrice, c'est la fonction qui devient, on l'a vu avec les Gilets jaunes, de plus en plus répressive si on s'insurge contre elle. Donc, par rapport à cela, les tarifs sont devenus, ou les droits de douane, sont devenus un instrument de répression et pas un instrument de protection. Et ça, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Quelles sont les bases bancaires et monétaires de l'économie réelle? Et est-ce qu'elles peuvent nous permettre de maintenir notre souveraineté au milieu des autres nations? Alors, les bases réelles, c'est la création de nouveaux principes physiques et leur application technologique. Alors, attention, parce qu'aujourd'hui, vous avez Elon Musk, par exemple. Vous voyez, c'est la technologie, la technologie, la technologie. Mais la technologie sans principes moraux et sans découverte de nouveaux principes physiques. Et ces découvertes de nouveaux principes physiques, ça permet d'appliquer un principe de moindre action, de produire plus avec moins, et de produire en donnant à des êtres humains les moyens de créer un futur pour ceux qui viendront après eux, mais en même temps pour eux d'avoir une période de loisirs créateurs. Or aujourd'hui, si vous visez à la destruction des choses, il y a une destruction du travail humain. On crée à la place un travail qui est l'assistance à des robots, l'assistance à des ordinateurs, ou un travail répétitif. Ce n'est pas du travail humain. Être dans un bureau et essayer de rédiger des rapports, ce n'est pas un travail vraiment humain. Surtout si ces rapports sont faits pour entretenir les compétences et l'oppression d'un système. Le travail humain, c'est un travail créateur. Et en même temps, il y a une occupation encore plus grave, encore plus éclatante des loisirs, où on envahit les loisirs par l'image. Et vous voyez, les jeunes qui, entre 3 et 8 ou 9 heures, sont sur des écrans. Alors, ce n'est pas tellement les histoires qui sont sur les écrans. Ça peut être violent et il faudrait interdire ces violences dégradantes pour les êtres humains. Dans le porno, les violences dégradantes pour les femmes et même les hommes maintenant. Cette dégradation, cette déshumanisation de l'être humain, c'est du même ordre, à un autre niveau, que ce qu'on assiste, ce que font les Israéliens à Gaza. C'est la déshumanisation. Et il faut sortir de la déshumanisation. La vraie valeur, c'est se donner le moyen de sortir de la déshumanisation. Et ça, c'est les pouvoirs créateurs de l'être humain exprimés dans un moyen de produire. C'est-à-dire exprimés en trouvant ce qu'on peut appeler des machines ou des outils qui sont capables de donner plus d'énergie libre par rapport à l'énergie du système. Plus d'énergie libre, ça veut dire plus de capacité, plus d'intervention dans l'univers, plus de changements, à condition qu'on mesure aussi les effets négatifs, les effets qui sont de ces machines ou de cette forme de produire dans la nature. Ça fait partie du passif dans cette progression. Donc il faut voir ce sens de moindre action, du principe de moindre action appliqué à l'économie. Et vous le mesurez comment? Vous le mesurez en productivité par être humain, par unité de surface et par gramme de matière apportée. Et vous le réalisez en touchant des sources d'énergie qui sont d'un ordre plus élevé. Par exemple, le nucléaire est d'un ordre plus élevé que le simple système basé sur le gaz ou
certaines énergies renouvelables comme l'éolien, qui sont elles-mêmes supérieures au pouvoir musculaire simple de l'être humain. Donc vous voyez comment on parvient à mettre en place socialement, mais pas comme une chose en soi, pas comme un nucléocrate. Un nucléocrate pense qu'il y a un moyen, une technologie et qu'on va l'appliquer. Non, c'est une dynamique de progression de la pensée humaine à travers, il se trouve aujourd'hui le nucléaire, mais ça peut être autre chose. Je pense que c'est déjà la relation matière-antimatière. Donc c'est de ce point de vue, en voyant le futur, qu'on développe quelque chose dans le présent. Et en formant les êtres humains et la forme de société plus juste qui y corresponde. Vous avez besoin d'une société plus juste qui corresponde à cela. Or, aujourd'hui, les gens en place, qui sont basés sur la technologie, comme un Elon Musk, ils pensent à la répétition de la même société en leur faveur et ils essayent de dominer par le chaos, par la confusion, en créant un état d'esprit où, vous le voyez avec Trump avec les tarifs, un jour c'est 10%, puis c'est 20%, puis c'est 50% pour la Chine, puis c'est 145%, ça change tout le temps. Un autre jour, on prend 90 jours pour y réfléchir. On crée cette confusion, vous le voyez dans cet exemple. Mais la même confusion est créée dans la société des images et le trouble qui est créé par un passage de ce que les situationnistes avaient raison en leur temps d'appeler l'image-action. Vous avez une image, une action, une action, une image. Vous venez dans une sorte de mécanique, vous finissez par être joué par un ordinateur et devenir vous-même un ordinateur. Et vous n'êtes pas un créateur. Et je pense que c'est très important de comprendre cela pour les jeunes, pour voir comment ils sont joués par cela. Et c'est devenu un capitalisme à la fois de séduction et de répression. De séduction, si vous en tenez là, et vous commencez à consommer un peu moins, d'ailleurs, de biens réels, de biens durables, et un peu plus de biens virtuels. Et d'un autre côté, si vous levez un peu la tête et protestez, vous savez ce qui est arrivé aux Gilets jaunes. Donc on en est là. On en est là, et je suis convaincu qu'il y a des formes de s'organiser contre cela qui dépassent la forme des partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui. Moi, j'aurais une dernière question concernant les oligarchies et les élites financières et les institutions internationales, pardon. Est-ce que vous pensez que ce sont elles qui sont responsables du dysfonctionnement politique et économique, ou ça serait un peu les boucs émissaires et une vision assez simpliste de voir les choses? Alors, l'oligarchie, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui ont une certaine conception du monde, qui est de faire passer leur propriété avant toute chose. Et pour qui leur propriété, et la propriété y compris la domination d'êtres humains. Vous savez, on est passé d'un esclavage physique, qui était l'esclavage, on parle de ce nom, et j'avais une amie que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Amelia Robinson. Amelia Robinson, qui était vice-présidente de l'Institut Schiller, et qui avait été celle qui avait accueilli la première Martin Luther King dans le sud des États-Unis lorsqu'il voulait faire enregistrer le vote des Afro-Américains. Alors, elle me disait, oui, nous sommes tous deux d'accord, il y a eu un esclavage physique et qui permettait la répression organisée, mais aujourd'hui, il y a un esclavage mental. On est passé à un esclavage mental qui est plus pernicieux, mais qui fait que les êtres humains sont embobinés dans une sorte de monde dans lequel leur effet dans la réalité devient, disons, fantasmé, ne devient plus réellement effectif. Donc on les colle là-dedans, et comme ça on peut les dominer. Donc de ce point de vue-là, pour revenir à ce que vous dites, si on crée une société qui soit à nouveau basée sur des principes, et que ces principes soient organisés par une participation des citoyens, et que les citoyens discutent de ces principes, et leur mot à dire pour qu'ils soient appliqués ou pas. Qu'il y ait des citoyens, par exemple, qui soient non pas les gens compétents, experts du système dans la Banque de France ou dans l'État ou ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, c'est très clair, avec le système qu'on a, il y a, je crois, un ouvrier dans l'Assemblée nationale. Et les gens qui travaillent bien, n'ont pas le temps de faire de la politique. Donc, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale.
Et là, il y a un réel problème, parce que l'Assemblée nationale est complètement balayée par des idéologies, l'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême centre, comme vous voudrez, mais il y a des idéologies et pas un principe de réalité. S'il y avait un principe de réalité, ils s'opposeraient à cette oligarchie financière et ils s'opposeraient tous à la guerre. J'ai été très choqué, par exemple, de voir que le nouveau Front populaire avait endossé la livraison d'armes à l'Ukraine en y voyant une juste guerre. Or, on sait aujourd'hui que cette guerre a été préparée, qu'il y a eu vis-à-vis de la Russie une provocation, que la Russie est envahie, c'est un fait, mais qu'il y a eu une provocation qui a fait qu'ils envahissent, c'est un autre fait. On ne veut pas le voir. Et on dit que la Russie, par essence, est mauvaise, méchante, criminelle, dangereuse. Et tout événement est jugé par rapport à ce narratif. Donc, il ne faut pas avoir une vision angélique des choses, mais il faut quand même voir la réalité et dire ce qui se passe réellement. Moi, j'ai commencé sur cette question ukrainienne à avoir des doutes sur ce qui allait se passer lorsqu'en 2004, je ne parle pas de Maïdan 2014, 2004, Yushchenko a proclamé Stepan Bandera héros national. Quand on fait ça, c'est une provocation, parce que Bandera était le collaborateur des nazis et était soi-disant un nationaliste ukrainien. Il a même massacré beaucoup de Polonais qu'il n'aime pas beaucoup, par ailleurs. Donc, voilà, c'est... on doit dire les vérités même lorsqu'elles déplaisent. Et il faut avoir le courage de les dire. C'est ce que j'ai essayé de faire en 1995 en disant où évoluer ce système-là. Vers quoi aller? Vers quoi on allait? Si on continuait de cette façon, qu'on pouvait en sortir, mais il fallait se ressaisir. Merci beaucoup, Monsieur Cheminade. On va passer à la session questions-réponses. Je vous laisse demander la main en bas à droite de votre écran pour poser une question à l'oral ou poser une question à l'écrit. Et Sofiane, qui se charge de distribuer la parole, va les lire pour vous. Bonsoir. On peut poser des questions à l'oral ou pas? Non, ok. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Cheminade, je m'occupais de distribuer la parole. Je vois qu'il y a Philippe qui est monté dans la liste des intervenants. Philippe, est-ce que tu aurais une question? Oui, merci beaucoup. Et bonjour Monsieur Cheminade. Alors, beaucoup de vérité dans ce que vous dites, logique. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui pensent aussi cela à droite à gauche. Juste une petite remarque sur les cryptos. Bien sûr, ça repose sur rien, mais néanmoins, ça rentre de plein fouet dans le système bancaire au départ. Alors évidemment, c'est capitaliste, c'est l'argent. Mais quand même, face aux oligarques banquiers et à la puissance de la banque, c'est quelque chose que je ne mettrais pas dans le rang des choses inutiles quelque part. Mais mon propos surtout est par rapport à ce que vous dites sur les principes de participation des citoyens, des jeunes qui pourraient être un moteur, de la capacité de vérifier par la nation ce qu'il se passe. Donc tout ça, c'est vos termes. Et en contrebalance, ce que vous avez écrit si je me trompe, 2019, donc un peu après la réaction des Gilets jaunes. Je dis pas que c'est opportuniste, mais bon, c'est au niveau du calendrier, c'est comme ça. Et par rapport à ça, votre proposition de référendum d'initiative citoyenne, donc de participation, de capacité de contrôle et compagnie, il est très très sommaire, alors que vous êtes quand même quelqu'un de cultivé, qui a fait HEC, qui a quand même beaucoup de compétences. Et on s'est étonné, puisque je fais partie de Labelric, et on vous a envoyé d'ailleurs le rapport que vous pouviez modifier. Et on n'a pas de droit de veto, révocatoire, convocatoire, mais il y a plein de choses. Vous placez un quorum alors que vous savez très bien, j'imagine, que en Suisse on a un quorum à moins de 40% et que ça fonctionne, mais il faut pas des quorums très élevés. Donc, si vous voulez, ma question est comment ça se fait ou quand allez-vous vous pencher sur des modalités, des étapes et même des grands principes qui permettrait aux citoyens, donc d'avoir un petit pouvoir et même un grand, par la capacité et même par la capacité donc d'initier des référendums et donc faire quelque chose qui permettrait voilà de vous afficher comme démocrate sincère et loyal pour l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Cheminade. Alors, j'ai participé à Bordeaux récemment à une assemblée constituante.
avec Étienne Chouard, avec lequel on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur le plan des intentions et on aime beaucoup discuter ensemble devant un public. Il y avait un public de à peu près 150 à 200 personnes qui réfléchissaient sur ce qu'était la monnaie. Et ils écoutaient des gens qui présentaient leur conception de la monnaie, y compris moi et Étienne Chouard. On représentait ce qu'on pensait de la monnaie. Il y avait une vaste convergence sur ce point-là et comment devaient en délibérer les citoyens. Et au bout de quelques heures de débats entre nous et de questions de la salle, bien sûr, ceux qui étaient là se sont réunis par table. Il y avait une dizaine de tables et on discutait de cette question et comment eux-mêmes, à partir de ce qu'ils avaient reçu et de ce qu'ils avaient pensé, ou de ce qu'ils étaient pour ou qu'ils étaient contre, réfléchissaient sur la question de la monnaie. Et globalement, ce qui a été conçu, c'est que la monnaie est une fausse monnaie si elle ne repose pas sur un projet dans l'économie réelle. Et c'est là que pour tant les stablecoins que les crypto-monnaies qui sont aujourd'hui sur le marché, c'est une escroquerie. Pourquoi ? Parce qu'au départ, ce sont peut-être des gens qui ont voulu faire leur propre système et qui ont voulu, à travers ce système, participer ensemble à quelque chose qui est en dehors des institutions financières existantes. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu de bonnes intentions parmi les créateurs. Parmi beaucoup de participants, oui. Mais ça a été pris en main très vite, comme il n'y a pas de base physique, il n'y a pas de base réelle derrière la valeur d'une crypto-monnaie, sauf une limite du nombre de crypto-monnaies qu'on émet, comme le Bitcoin, ce qui permet d'élever leur valeur. Mais par ailleurs, ça a été une série de spéculations. Et c'est pour ça que aujourd'hui, Trump a nommé David Sachs pour être responsable des cryptos à la Maison-Blanche, avec la collaboration de gens qui sont des gens comme Peter Thiel, par exemple, qui dirige Palantir, qui est le quasi-monopole des données sensibles et qui a été fondé par la CIA. Donc ces gens-là sont emparés totalement de la chose. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de participation au sein de ce système de crypto. Et c'est la loi du marché, encore une fois, la loi du marché de 1995 que je dénonçais, a pris cette forme-là dans un marché absolument faussé. Et Trump veut créer une réserve stratégique pour le dollar à partir de cela. Et je ne pense pas que c'est un remplacement ou un élément qui change le système. Au contraire, il le soutient et permet le privilège indu et exorbitant du dollar. Et c'est un système dollar. Les Chinois le savent bien. Les Russes, les Turcs, ils accumulent de l'or actuellement. Pas que l'or soit une valeur, c'est un symbole. Hein. Ce qui est en cours, je pense, et qui est la chose essentielle sur laquelle il faut réfléchir dans ce domaine-là, c'est parmi les pays des BRICS et de la nouvelle majorité mondiale, qui représente plus de 50% de la population mondiale et bientôt plus de produit intérieur brut que les pays développés du G7, ces gens-là réfléchissent à comment fonder une nouvelle monnaie. Ça n'est pas passé, c'était trop tôt, ils n'étaient pas assez puissants, ils n'étaient pas en plein accord entre eux, à Kazan, le 22 et le 24 octobre, à la réunion des BRICS. Mais c'est une réflexion qui est en cours, notamment par un économiste du Brésil qui s'appelle Paulo Freire, qui est de mettre en place pour des échanges qui seront désormais en monnaie nationale et qui échapperont au dollar. Ils n'échappent pas encore, parce que le dollar, c'est 70% des réserves et 50% des échanges dans le monde. Mais quand même, il y a 50% qui se font hors dollar actuellement, alors que c'est 80% il y a 30 ans, en dollars. Donc, peu à peu, il y a une tendance qui échappe à cela. Il s'agit de faire à partir de cela le registre des données de ces échanges, ça s'appelle un système de registre, d'enregistrement des échanges, qui est celui qui est la base du système SWIFT. Les Chinois et les Russes ont fait un système parallèle, donc ça existe déjà. Et puis, ce qui n'existe pas encore, c'est dans ces monnaies nationales qu'il y a des déficits ou des excédents, comment procéder à leur règlement. Alors l'idée de Serge Glaziev, qui est l'expert russe qui réfléchit à cette question,
l'idée de Li Hui, qui réfléchit à ces questions en Chine, et l'idée de beaucoup d'autres, notamment au Brésil, mais pas seulement, c'est de dire il faut un instrument de référence. Un instrument de référence qui soit basé, pour combler les excédents et les déficits, qui soit basé sur un panier de matières premières dont le prix sera fixé pendant 10 ans. Et il sera fixé stable, relativement fixe, par des accords entre participants, entre États participants. Et ces accords ne seront pas faits à partir de marchés financiers, mais à partir de contrats à long terme. Donc voilà, c'est un plan, il est en cours, on y réfléchit, et c'est pour rassembler, pour sortir ce privilège exorbitant du dollar. Parce que qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans ce système? Il faut bien le comprendre. Les États-Unis, au départ de la guerre, étaient un pays très puissant. Donc il y a eu le plan Marshall. Ce plan Marshall, c'était de vendre des produits américains de technologie supérieure aux pays européens, d'organiser des missions de productivité européennes aux États-Unis pour qu'ils en prennent connaissance, et des pays européens payés comme des pauvets, souvent avec des dollars que leur prêtaient les Américains, et ensuite ces dollars revenaient aux États-Unis. Et les États-Unis les réinvestissaient en Europe, mais selon leur choix et leur orientation. Mais c'était généralement dans la production réelle à l'époque. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé deux choses. D'abord, qu'on a exclu tous les pays du système soviétique. On a dit, pour eux, c'est non. Donc, ce n'est plus du tout un système universel. C'est le discours du Rivers Fair de Churchill et deux autres discours de Churchill qu'on connaît mal sur le libre-échange comme principe et le libéralisme financier. Donc, on part sur cet ordre-là progressivement à travers les années. Et le plan Marshall se retourne et devient un système où les États-Unis deviennent de plus en plus importateurs de biens d'autres pays, où ils produisent avec leurs dollars en faisant les autres pays se rallier à ce système-là, et ils produisent à bas prix en exploitant la main-d'œuvre de ces pays, et les États-Unis sont en déficit en dollars, notamment sur le pétrole avec l'Arabie saoudite, mais aussi avec tous les autres pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent un système comme quoi les dollars qu'ils ont perdus, puisqu'ils sont allés dans ces pays pour payer ces fonds, reviennent aux États-Unis en obligeant ces pays à les faire revenir aux États-Unis. Donc ils organisent ce cercle vicieux du privilège du dollar exorbitant, où ils peuvent avoir des déficits de la balance des paiements et de la balance commerciale qui aujourd'hui, par exemple, par rapport au produit intérieur brut, sont supérieurs aux nôtres. Donc il y a tout un système d'exploitation qui est le fondement même de ce quoi on doit sortir. Parce que ce système, à un certain moment, émet tant de monnaie qui ne correspond plus à la production de biens physiques réels, que ce système, il ne peut pas y avoir remboursement. Donc comment se rembourser? Et Hjalmar Schacht, qui était le ministre du Reich hitlérien, avait créé les Mefo-Bills pour, à part, créer un système de financier qui financerait l'économie de guerre, à part du Deutschmark. Et il avait créé ce système, il a créé l'économie de guerre, mais cette économie était basée sur la prédation et l'exploitation et l'écrasement des autres pays, jusqu'à l'opération Barbarossa qui n'a pas réussi. Donc voilà, aujourd'hui, si vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ces crypto-monnaies, cette économie financière, et en même temps une économie de guerre. Vous avez une économie où, si vous regardez ce qui, entre guillemets, flambe en bourse, c'est aux États-Unis et les sociétés de défense, et General Dynamics, ce sera pas Boeing parce qu'ils vont très mal, mais c'est aussi partie du circuit et ils sont financés par l'État américain. Ce sera Raytheon, ce sera toutes ces sociétés-là, plus les sociétés qu'on appelle le GAFAM, Google, Apple, Facebook et compagnie, qui ne s'appelle plus Facebook d'ailleurs, mais Meta. Donc toutes ces sociétés-là, associées à cette économie de guerre. Nous avons une économie de guerre, c'est terrifiant quand on pense que l'économie du principal pays du monde bascule vers une économie de guerre. Et il bascule par du crédit gagé sur le dollar, avec les crypto-monnaies. Et moi je dis, c'est l'équivalent des Mefo-Bills qu'on voyait auparavant. Et la façon de sortir de cela, c'est un nouvel ordre économique et monétaire international, avec une nouvelle architecture basée sur le développement et la sécurité mutuelle, et sur un système où on assainit les choses dans le système actuel. Alors,
on y avait travaillé, je ne veux pas expliquer maintenant, mais l'idée, c'est de séparer les spéculateurs de ceux qui investissent. Donc, c'est le fameux Glass-Steagall de Roosevelt. C'est de séparer les banques de dépôt et les banques d'investissement qui spéculent sur les marchés financiers. C'est créer une banque de la nation, une vraie banque de la nation, pas une fausse banque de la nation comme est la Banque de France avec M. Villeroy de Galhau, qui est tout à fait l'ami, le complice, disons, venant des mêmes écoles que les autres banquiers. Donc de créer une véritable banque de la nation, sous participation et contrôle du peuple, et d'organiser ce contrôle. Et là, il y a une réflexion à faire. Nous dans les manifestations des Gilets jaunes, nous avions une banque en carton, disant c'est la banque de la nation, et il faut qu'on imagine ensemble comment on va organiser la participation populaire et la direction populaire de cette banque, qui est l'instrument essentiel, plus même qu'une Assemblée nationale. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est la question que vous avez posée, c'est pourquoi on peut penser plus profondément à la question du RIC. Parce qu'on pense que ça ne peut pas tomber du ciel et ça doit être une idée de participation avec les gens, doivent se réunir, un atelier constituant pour décider comment ils doivent l'organiser. Le principe, on peut le donner et on peut l'orienter. C'est exactement comme pour la question financière et monétaire. Mais c'est un travail des citoyens que de concevoir les moyens qu'ils veulent pour l'appliquer, pour moi. Alors, merci beaucoup Philippe pour ta question et merci Monsieur Cheminade pour avoir développé comme il faut votre réponse. On va maintenant prendre la question de Nubioscan. S'il vous plaît, si vous êtes présent, on va vous demander de poser votre question. Alors, on ne vous entend pas. D'accord. En attendant que Nubioscan active son micro, il me semble que c'était au tour de Jérémy. Allô? Jérémy, es-tu présent? Oui. Oui, bonjour. Je Bonjour. suis agriculteur, éleveur, et je m'inquiète beaucoup de la course un peu aux capitaux et à la technologie dans un milieu agricole qui devrait rester solide et résilient, proche de la terre, avec en plus un modèle français qui était basé sur de la simplicité, avec peu d'intrants chimiques ou de technologie ou enfin, un peu moins quoi que dans d'autres pays du monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu inquiétant de tout ce décorer, je pense, de la Terre, quoi. Alors, est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Bah, du coup, un peu, pour moi, l'avenir, c'est quoi derrière l'avenir, quoi, pour l'agriculture et comment, comment résoudre un peu ces soucis-là et comment faire pour. Moi, je vois pas d'état qui serait de stabilité si avant il n'y a pas de stabilité avec les problèmes climatiques, etc. Si on n'enlève pas si on continue la course à la technologie et aux endettements, etc. dans les fermes, quoi. Alors, le système existant, dont je vais présenter les principales formes d'organisation, sa stratégie a été de jeter les agriculteurs et les paysans du monde les uns contre les autres. C'est toujours diviser pour régner. Un jour, le ministre de Giscard d'Estaing, qui s'appelait Michel Poniatowski, a dit « Mon jeu préféré enfant, c'était de jeter des fourmis rouges contre des fourmis noires et de voir ce qui se passait. » Donc on a mis les agriculteurs du monde les uns contre les autres. Moi, la première fois où j'ai réagi à ça, c'était il y a, je sais pas, 25 ans environ, à l'époque proche de 1995. J'ai vu pour la première fois des fleurs à un prix relativement bas dans des magasins. Et j'étais demandé d'où elles viennent. Et elles venaient à l'époque du Pérou, de l'Équateur. J'ai dit, mais elles ont voyagé en avion? Oui, mais c'est aberrant, c'est complètement aberrant. Et ça, c'est ce qui s'est mis en place avec la mondialisation et qui vise évidemment directement l'agriculture. Pour créer dans l'agriculture une condition où on réduira le nombre d'agriculteurs, on est
plus que 1,5%, un peu plus de 1,5%, près de 2% en France, mais un peu moins, et réduire le nombre d'agriculteurs, faire que les exploitations soient de plus en plus contrôlées par un système financier et étrangler de ce point de vue les agriculteurs et en venir à une agriculture qu'on dit à tort industrielle, c'est une agriculture financière qui utilise l'industrie. C'est comme beaucoup d'entreprises, on les dit industrielles, c'est les financiers, c'est le directeur des finances, et le directeur du marketing et le directeur des relations humaines qui sont en réalité à la tête. Donc c'est plus de l'industrie réelle. Et cette agriculture-là n'est plus une agriculture d'industrie, c'est une agriculture ou de technologie propre à l'industrie. C'est une agriculture qui les applique pour pouvoir imprimer une puissance financière. Et qui a évidemment été le complice, alors en partie parce que les circonstances y prêtaient, en partie parce que le monde de l'argent est intervenu, c'est la FNSEA et les réseaux de la FNSEA. Alors, qu'opposer à cela? Et je pense qu'il faut penser l'agriculture comme une série de choses qu'on peut faire à tous les niveaux, de la permaculture jusqu'à une agriculture qui est avec des tracteurs et même des tracteurs pour certains contrôlés de l'extérieur du tracteur, ce qui évite des accidents et évite des difficultés, mais ça doit être sa propriété réelle de l'agriculteur. Tous les agriculteurs, on les a endettés pour les tenir et les étrangler. C'est ce qui arrive aujourd'hui. J'ai un ami qui s'appelle Philippe Grégoire qui a réfléchi sur cette question et qu'on devrait éventuellement consulter. Parce que moi, je ne suis pas un expert de l'agriculture, mais je vais faire cette chose avec le pire étant qu'au Salon de l'agriculture, on va réunir tous les agriculteurs qui ont réussi en s'insérant dans des réseaux, dans des branches, et on ne voit pas la grande majorité des agriculteurs qui souffrent et qui ont ces difficultés. Or, aujourd'hui, je pense que toute l'idée, c'est de créer du libre-échange dans l'agriculture et en même temps que la libéralisation financière pour écraser celui qui produit en faveur de celui qui est ou l'intermédiaire ou celui qui détient les moyens du pouvoir. Donc c'est une question là aussi pour l'agriculture comme pour les économies dans le monde, d'examiner les crédits qui sont légitimes et ceux qui ne le sont pas, et d'annuler les crédits illégitimes avec une participation populaire pour décider lesquels sont et lesquels ne sont pas, pour libérer les producteurs du garrot d'une dette indue. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Cheminade, pour votre réponse. Jérémy, j'espère qu'elle te satisfait et qu'elle t'éclaire sur plusieurs points. Désormais, c'est au tour. Excusez-moi, nous avons participé Oui. évidemment aux manifestations des agriculteurs parce que nous pensons que c'est une juste cause. Très bien. Désormais, c'est au tour, si je ne m'abuse, de praticien. Est-ce que tu es là, s'il te plaît, praticien? Oui, normalement, oui, je suis là. Très bien, on t'entend. Est-ce que tu pourrais poser ta question? Bon, très bien. Bonjour, monsieur Cheminade. En fait, j'ai une question assez simple à vous poser, qui consisterait à vous questionner sur est-ce que vous avez réellement conscience des enjeux du numérique dans le stade actuel des développements, et est-ce que vous avez conscience, bien sûr, la souveraineté fait partie du jeu, mais est-ce que vous avez conscience que, par exemple, les modèles numériques sont destinés à dupliquer le cerveau humain et non pas à les comprendre? Dès lors que je parle de compréhension, à ce moment-là, il faudrait questionner les enjeux numériques et donc, je réitère ma question de façon plus simple. Quels sont les enjeux du numérique à votre sens? Alors, vu du point de vue de ceux qui sont en place, je peux citer Yuval Noah Harari, qu'on commence à lire, il a même fait une bande dessinée. Et lui, ce qu'il dit, c'est que le numérique détruira 40% des emplois. Alors, je ne sais pas si c'est 40%, je ne sais pas si c'est plus, si c'est moins. Les calculs sont un peu faussés par l'idéologie des gens qui les font. Mais enfin, il y aura une destruction d'emplois. Et ce que dit Yuval Noah Harari, c'est que fera-t-on de ceux dont les emplois sont détruits?
Et il dit, eh bien, comme on ne pourra pas les éliminer, il faudra leur donner les moyens de vivre, un salaire universel juste de survie, et les noyer en même temps dans un océan d'expériences virtuelles. Et là, on y est. On y est parce que c'est la stratégie qui est utilisée aujourd'hui pour écarter les gens d'une participation politique. Alors, l'enjeu réel, c'est que l'intelligence artificielle, par exemple, permettra un extraordinaire développement de tout ce qui est répétitif et même ce qui permet à l'intérieur d'un système de données de prévoir des choses qui n'étaient pas nécessairement prévues. Mais c'est toujours à l'intérieur d'un système de données. Donc, ce n'est pas l'intelligence humaine qui, par une intuition créatrice, s'élève à un système de catégorie supérieure. Mais c'est très utile, l'intelligence artificielle. Et moi-même, je l'utilise. C'est beaucoup plus, notamment la dernière là, de Elon Musk, c'est beaucoup plus intéressant pour épargner du travail fastidieux. C'est beaucoup plus intéressant que Google aujourd'hui. Mais, le grand mais, c'est que si c'est comme un peu les écrans ou les jeux vidéo, si vous n'êtes pas formé pour le maîtriser, on l'utilisera comme engin pour vous maîtriser. Et c'est là qu'il y a vraiment le grand débat. Et l'enjeu du numérique, c'est qu'on réussira, et c'est heureux, à produire entre les robots, l'intelligence artificielle, l'automation et ce qui est organisé dans les usines. Les usines d'aujourd'hui ne ressemblent pas du tout aux usines d'il y a 40 ans. Donc, on réussira à épargner un travail physique humain, et le travail sera fait par ce système plus automatisé avec l'intelligence artificielle pour l'aspect répétitif. Mais il faudra toujours des gens qui réfléchissent. Et ceux qui réfléchissent, s'ils sont d'une classe d'en haut, qui est établie pour avoir le pouvoir, ce sera ce qui commence à se faire aujourd'hui et qui sera un système de nouvelle oppression dans la société, surtout si c'est associé aux financiers, bien sûr. Alors, comment faire ? Et c'est là que l'idée de participation revient, et l'idée que les citoyens maîtrisent leurs propres loisirs, et qu'il y ait des loisirs qui soient des loisirs créateurs, et pas des loisirs dans lesquels on est tenu et formaté pour servir le système, sans nécessairement en avoir conscience même. Donc il y a toute une politique d'éducation à avoir dont les hommes politiques, les femmes politiques devraient être responsables. Je pense que normalement, puisqu'elles ont plus dans leur histoire participé à un travail de soins, à un travail proche des êtres humains, proche de naissance, les femmes qui maintenant ont une institution politique devraient être dans cette orientation, devraient jouer un rôle fondamental. Donc, pas parce qu'elles sont femmes, mais par toute une histoire qui a été leur histoire. Et c'est là qu'on arrivera à une complémentarité entre les sexes, qui n'est pas du tout le cas encore aujourd'hui. On vit encore sous les apparences de la libération des femmes, on vit encore dans un système patriarcal et même prédateur. Il suffit de voir les images dans les rues des femmes dans des positions telles qu'elles ne peuvent qu'attirer, disons, un désir de domination et de participation aux formes les plus immédiatement physiques dominatrices. Donc, et puis on en fait des sortes de défilés de mannequinat deviennent chaque fois pires. Donc, il faut échapper à cela, et je pense que ça pose, c'est en partie une réponse à votre question, parce qu'on a de ce qui est plus proche de la réalité, de ce qui est plus proche dans la vie, d'exercer quelque chose qui est de l'ordre d'un véritable travail qui est nécessaire à l'être humain et à sa continuation. Donc là, on a quelque chose qui est la valeur. Donc ça, c'est l'enjeu d'une révolution du numérique. Alors évidemment, il faut penser un monde comme on le voit apparaître, par exemple, en Chine. En Chine, même les camions sont dirigés numériques. Donc ça pose un problème d'emploi. Il y a 20% de jeunes qui sont au chômage en Chine. Donc comment faire ? Et c'est là que toute la question de l'éducation et de la création de l'être humain doit être vue, et qu'une société doit s'organiser en fonction de cela.
Et ça, c'est le grand défi pour moi du numérique. D'organiser une société de la découverte où le travail ne sera pas un travail musculaire, physique, mais un travail de l'entendement, et où l'être humain, par ce travail de l'entendement, pourra maîtriser l'intelligence artificielle et toutes les acquisitions, les choses nouvelles du numérique. Merci Patricien pour ta question. Je te laisse quitter le groupe des intervenants. Et à la suite, nous allons prendre encore quelques questions avant de clôturer cette conférence. L'élève, est-ce que tu es présent et est-ce que tu serais disponible pour nous donner ta question? Tout à fait, tout à fait. Merci pour votre conférence, Monsieur Cheminade. Je suis l'administrateur d'un serveur de débat francophone sur lequel on parle de religion, de métaphysique, de politique et de philosophie, donc qui s'appelle RPMP. Et j'ai essayé de vous faire une question qui va regrouper un peu ces 4 sujets. Vous parlez de libérer l'humanité par le savoir et la science, mais l'histoire nous montre que l'intelligence n'a pas rendu l'homme meilleur, et seulement plus efficace. Et si ce n'était pas l'ignorance mais la lucidité qui poussait l'homme à dominer, est-ce que vous auriez là-dessus un avis clair ou... Je ne sais pas s'il sera clair, mais j'ai un avis. Non, c'est très intéressant si vous considérez la Révolution française. Il y avait qui a donné quand même Polytechnique, les arts et métiers, tout ce qui était la base. La première base des révolutions industrielles, c'était l'Académie des sciences de Colbert, de Huygens et tous les gens qui y étaient associés. La deuxième, ça a été le mouvement de Polytechnique, des arts et métiers, des ponts et chaussées, du génie maritime, du génie rural, toutes les entreprises de génie qui étaient portées par ceux qui réfléchissaient au sein des différentes organisations dans la Révolution. Et après, ça a continué, bien entendu. Donc, il y a tout cet acquis qui était un acquis dans la réflexion, qui a donné quelque chose typique de la France, qui a permis en partie son édification, les ingénieurs industriels. Vous avez issus de ce mouvement des gens qui étaient à la fois des savants et des ingénieurs industriels et qui ont développé la société. Et quand même, si vous jugez leur développement et considérez la situation qui était celle des enfants en 1840, l'enquête du docteur Vuillermet ou d'autres, vous voyez qu'il y a eu un sacré progrès et que ce progrès permet de considérer davantage les êtres humains, bien que par ailleurs, lorsqu'il y a des moments où il n'y a plus cet engagement pour un bien commun, il y a régression dans le comportement. Il y a des moyens de mieux vivre, mais ils sont trahis par une organisation sociale qui est faite par cette oligarchie, par ces pouvoirs. Donc le problème, ce n'est pas le développement scientifique, ce n'est pas le développement des capacités créatrices, c'est ceux qui cherchent par tous les moyens à les contrôler, les arrêtent même. On a vu ça à Venise, par exemple. Dans le développement de Venise, la cité-État, vous avez les jeunes et les vieux. Les vieux voulaient tout contrôler, contrôler le système et empêcher le développement et empêcher la croissance pour garder leur système. Les jeunes disaient, on va capturer les inventions des autres. Nous, on n'est pas capable de les faire parce que notre système, on veut le maintenir. Mais on va capturer les technologies des autres, les intégrer et avec ça assurer notre puissance et notre survie. Et ils étaient tous, un point commun, Gian Maria Ortes, sénateur peu connu, qui est le prédécesseur de Malthus, ils étaient tous malthusiens. Donc c'est de là, évidemment, encore une fois, qu'il faut sortir. Alors Schiller, le grand poète allemand Friedrich Schiller, dans la Révolution française, était pour la Révolution, parce qu'il pensait qu'il était nécessaire de mettre fin au règne des forces féodales, un peu comme le programme du Conseil national de la résistance en 1944, mars 1944, dit qu'il faut lutter contre les féodalités financières. À ce moment-là, c'est les féodalités financières et les féodalités de la terre, dans les années de la Révolution. Donc Schiller dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la Révolution? Il s'est passé qu'il y a eu un désastre par l'égarement des êtres humains. Il y a eu des sauvages fanatiques, victimes de leurs instincts, qui n'avaient pas de culture et qui avaient sens de l'injustice, et qui ont fini
au moment de la prise de la Bastille, par promener des têtes sur des pics. Ça, c'est pas humain. Bien que leur cause fût juste, le fait, c'est pas humain, et ça commence à donner un goût de sang à la Révolution. Puis il y avait pire encore, sont les barbares, qui cherchaient à inspirer un système idéal, à dire il y a un système idéal pour toujours, organisé de façon définitive. Il y a eu, autour de Lessing en Allemagne, des gens qui avaient réussi, Lessing a écrit un dialogue sur ça, sur comment faire autrement. Éviter, et Lessing était, Schiller situé dans la lignée de la réflexion de Lessing. Comment faire autrement? Alors, il fait un dialogue, c'est entre deux francs-maçons de l'époque, et un veut le système idéal, et dit, l'autre répond non, si tu veux un système idéal, tu auras une nouvelle tyrannie, une nouvelle barbarie. Ce qu'il faut, c'est que le politique soit comme un jardinier, et je reviens à notre agriculteur, soit comme un jardinier qui arrose le sol et qui donne les moyens. Et on verra les plantes qui poussent. Il y en a peut-être qui seront mauvaises, d'autres qui seront bonnes, et c'est à ce moment-là qu'il faut un débat sur la qualité des plantes et la qualité de ce qu'il en sort. Alors, Schiller dit oui, tout ça c'est très bien, mais comment faire? Et c'est là qu'il pose le principe, dans un texte qui est très beau, qui s'appelle L'éducation esthétique de l'homme, c'est donnant le sens de l'inclination au bien par l'élévation d'un principe de beauté et de justice. Donc d'avoir science et l'art qui jouent un rôle dans la vie. Et c'est intéressant parce que Polytechnique au départ, avant que Napoléon la militarise, on y enseignait la peinture, la perspective pour voir le monde de plusieurs angles. On y enseignait le chant choral, où chacun écoute l'autre et ensemble fait mieux parce que chacun avec son registre collabore à l'ensemble. Donc il y avait tout cet effort-là. Par exemple, lorsque la bataille de Fleurus, qui était une des principales batailles de la Révolution, le 24 juillet 1794, on chantait la victoire en chantant de Nicolas Méhul à Fleurus. Et on l'a chanté auparavant d'ailleurs dans l'armée, parce que c'était les Français donnent au monde la paix et la liberté. Le problème, c'est qu'à partir d'un certain moment, on l'a donné par les armes et pas par les idées. Et ces armes ont fait qu'on est devenu de défenseurs légitimes par les armes d'envahisseurs. Et nos idées ont été discréditées, les idées qui étaient plus justes ont été discréditées par cela. Alors on pourrait aller plus loin en disant qu'il n'y avait pas une vision transcendante de l'être humain, une vision supérieure de l'être humain, ce qui est un peu la même chose en ce qui concerne le numérique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut le voir du point de vue de ce que l'être humain, de ce qu'il peut y apporter, et comment le maîtriser en fonction de ce qu'il peut y apporter, et pas comme une chose en soi qu'on appliquera parce que voilà, c'est une technologie, elle est nouvelle, elle est par nature meilleure. Il faut en organiser les conditions et en organiser les conditions sociales. Et c'est là qu'il y a un lien, à mon sens, entre cette société définie qui doit être aujourd'hui ou partout dans le monde, les choses vont dans le même sens. C'est très différent d'il y a même 60 ans, à peu près, quand j'étais adolescent. Aujourd'hui, le monde entier est en communication. Donc, il faut une société qui soit à la fois souveraine en ce qui concerne un pays, mais en même temps que cette souveraineté participe à d'autres souverainetés et les reconnaisse. Qu'il y a une entente entre nations qui reconnaissent chacune leur propre souveraineté en fonction de leur histoire. Et peu à peu se fera une histoire commune. C'est certain pour moi. Mais ça prendra un certain temps et ça demandera des échanges. Si vous avez quelqu'un qui parle chinois, quelqu'un qui parle et écrit en arabe, quelqu'un qui écrit dans une langue européenne, ça prendra un certain temps pour qu'il y ait une entente. Mais elle le sera. Elle sera parce que probablement un des acquis numérique sera qu'on pourra plus facilement aborder les langues. C'est déjà le cas d'ailleurs dans une certaine mesure, mais de façon formelle simplement. On a sa petite machine Google, elle traduit et puis voilà. Mais plus profondément, comme un moyen de développement intellectuel. Et à travers une langue comme le chinois, à travers une langue comme les langues arabes, ou à travers des langues comme les langues européennes, il y a un mode de développement mental qui n'est pas exactement le même, qui coïncide. Hein, c'est pas chacun de son côté. C'est une perspective différente, des perspectives, ce qu'on apprenait en peinture d'ailleurs à Polytechnique, différentes perspectives qui coïncident vers une unité de l'humanité, pour moi. Et cette unité de l'humanité, elle est sans uniformisation, il n'y a pas d'uniformisation, et elle est dans le débat, dans la discussion, autour d'un principe commun
qui est de découvrir par-delà les instruments formels qui traitent les données. Voilà, pour moi, le défi du numérique, avec les progrès qu'il faut, une intelligence, la super-intelligence prévue par Elon Musk, générative, qui prépare en ce moment, c'est quelque chose qui sera très supérieur, par exemple, à ChatGPT ou à OpenAI. Donc, il y a quelque chose qui se prépare qui est extrêmement important, mais qu'il ne faut pas laisser à des gens qui ont la vision d'Elon Musk ou de Peter Thiel, qui tous eux sont nés en Afrique du Sud et sont marqués par l'idéologie de l'apartheid. Alors, je me permets de rebondir puisque vous lancez le sujet d'Elon Musk et qu'on parle des nouvelles technologies. J'aurais une question personnelle. En 95, vous avez beaucoup appuyé le sujet de la conquête de l'espace, un petit peu comme Cassandre. Aujourd'hui, on voit que Elon Musk et les États-Unis sont à la pointe sur ce sujet. Quel est votre regard sur tout cela Alors, aujourd'hui? Étant donné que on se rend compte que c'était prophétique en réalité. c'était prophétique, mais en même temps, Elon Musk, c'est pas du tout, euh, c'est qu'une partie de ce que je voyais comme la politique de. Alors, j'aime pas le mot conquête de l'espace. C'est exploration de l'espace. L'homme est un explorateur, il explore l'inconnu. C'est pour ça que l'espace est un mode d'exploration. Il est là, et un mode d'exploration, et l'homme ira. Et si son histoire continue, si on n'est pas anéanti par une guerre nucléaire, par exemple. Donc l'homme va dans cette direction. Mais pour ça, il doit pas seulement, comme Elon Musk, être en volonté de puissance, avancer, forcer les choses et traiter ses employés comme il le fait. Il faut créer une piste de décollage sur Terre. Ça veut dire l'organisation d'une forme sociale, ça veut dire une participation, et ça veut dire une communication des moyens qu'on utilise et une discussion sur ces moyens. Or, aujourd'hui, ce sont des agences spécialisées qui décident. Elles ont été phagocytées aux États-Unis, par exemple, par des sociétés financières. Alors, si on voit l'expérience différente, qui est celle de la Chine, moi, la Chine, ce qui me frappe, c'est deux choses. La première, c'est qu'ils aient réussi à arracher à la pauvreté absolue, pas à la pauvreté totale, hein, mais aux conditions de pauvreté extrême. 900 millions d'êtres humains en 30 ans, ce qui est extraordinaire. Moi, j'ai vu ces pays d'Asie il y a 30 ans, c'était des pays complètement. Singapour a réussi aussi d'ailleurs. Alors on peut juger que les conditions sociales ne sont pas parfaites, mais évidemment, mais elles ont réussi parce qu'il y avait une volonté d'avoir un futur meilleur que le présent, d'une part. D'autre part, il y a eu autre chose. C'est que les Chinois ont réussi du premier coup à envoyer une fusée, un orbiteur, un atterrisseur et un rover sur Mars du premier coup, alors que l'Agence spatiale européenne a échoué. Donc, il y a là quelque chose qui indique que, quelque part, il y a un principe plus intéressant qui est développé, mais qui est tout à fait insuffisant. Donc, il faut voir et travailler à quel type de société on va aboutir avec un beaucoup plus grand temps pour la recherche, le développement et les loisirs que dans la société du travail mécanique plusieurs heures par jour. 8 heures, 9 heures, 10 heures, je ne sais pas. Donc on arrive à une forme de société où les éléments mêmes ont changé. La forme d'activité de cette société, la forme dont on transforme la matière, a complètement changé. Donc il faut une organisation sociale qui corresponde, ce qui nous manque. Et une partie de notre combat, c'est celui-là, pour cette organisation sociale-là, juste. Merci pour votre réponse. Alors, c'est au tour de Evni de poser sa question. Si vous êtes présent, faites-nous signe. Moi, je suis présent. Bonsoir. Go. En fait, moi, ma question, c'est assez simple. On a un pays à l'heure actuelle qui est pieds et poings liés par l'Union européenne. On n'a absolument aucune matière première. On essaye de les sécuriser de manière assez ridicule en allant au Kazakhstan, en Mongolie ou ailleurs. Récemment, j'ai été au salon de l'innovation à Genève. On avait 6 stands
Et on avait au niveau européen, allez, une quinzaine de stands. Sur les stands, c'était des trottinettes, des parkings à trottinettes, des parasols, des textiles, des vieux élastiques. C'est terrible. Et à côté de ça, on avait les Chinois qui présentaient leurs inventions en génie civil pour creuser des tunnels, faire de l'agriculture avec des drones. Bref, voilà, ils ont une avance phénoménale et en plus, ils ont accès aux matières premières. Donc, en gros, voilà, l'histoire, c'est que, ok, on va obtenir le pouvoir, imaginons. Maintenant, je pense que si on a le pouvoir, bah, qu'est-ce qu'on en fera? Je pense qu'on aura très peu. C'est comme si on avait une allumette comme bras de levier. Je pense qu'il va falloir se préparer à prendre le pouvoir pour gouverner avec rien, tout simplement. Je pense qu'on n'a aucun poids face à la Chine, face à la Russie, face aux États-Unis. Et, euh, et ouais, alors il y a un truc positif peut-être là-dedans, c'est qu'un pays qui est en train de se tiers-mondiser comme le nôtre, ben, je vois pas ce que la Russie viendrait l'emmerder. Parce que pour envahir un pays, encore faudrait-il qu'il y ait des ressources à en retirer. Donc voilà, je voudrais avoir votre point de vue sur tout ça. Alors, nos soi-disant élites, qui ont été formées par des compétences pour servir le système et pas par des savoirs ou des connaissances, nos soi-disant élites qui sont soumises complètement à ce monde anglo-américain, pas des États-Unis et du Royaume-Uni, hein, du monde de ceux qui occupent le Royaume-Uni et les États-Unis et qui maintenant occupent la France. C'est tout à fait opposé à ce que voulait dans sa réaction le général de Gaulle et, il faut dire, le Parti communiste, qui de ce côté-là avait un accord. On se disputait violemment sur le projet de société à l'intérieur de la France, mais on pensait à un développement de la France qui tienne son rang dans le monde. Donc de ce point de vue-là, on a eu notre industrie aérospatiale, on a eu le nucléaire, qui est venu après, un peu après la mort du général de Gaulle, mais on y réfléchissait. On a eu des innovations, comme celle de mon ami Jean Robieux, qui était dans le nucléaire par laser, par faisceau de laser. On a eu des innovations extraordinaires, et on les a toutes sabotées. Concorde a été saboté de l'extérieur, c'était un prototype, on a saboté de l'extérieur, et de l'intérieur, on n'a pas voulu le soutenir. Donc, ça a été saboté parce qu'il était peut-être en avance sur son temps. Bref, tout cela était d'une société qui produisait encore des choses. On a produit auparavant Caravelle. Donc il y avait une société française qui était fondée sur un travail créateur. C'est à ce quoi on a renoncé en se soumettant. Et aujourd'hui, pour moi, le président de la République et la plupart des dirigeants politiques devraient être jugés en haute trahison. Ils ont trahi la capacité de notre pays. Alors, il y reste des choses. Je ne dirais pas comme Charles Gave, un certain Charles Gave, qui vous dit cyniquement « Je donnerai qu'un conseil aux jeunes Français, allez travailler ailleurs ». On n'a pas le droit de dire ça, même s'il y a des difficultés terribles. Il faut leur dire qu'il faut s'engager en politique à ceux qui défendent les idées que j'essaye de vous montrer aujourd'hui, et que je ne suis pas le seul à défendre, bien entendu, mais qu'on y a travaillé des années et des années, et de voir comment elles ont été rejetées en 1995, et de dire qu'il est temps de passer à autre chose, de faire autre chose. Et que de ce point de vue, nous avons une qualification d'ingénieur encore. Malheureusement, ces ingénieurs de Polytechnique ou d'ailleurs sont pris dans le trading financier. Vous savez que la plus grande partie vont dans la finance, une petite partie dans le marketing et presque aucun dans la recherche. C'est ça notre problème. Ceux qui travaillent dans la recherche, ils iront en Suisse, aux États-Unis ou au Canada, où ils sont payés 3 ou 4 fois plus comme doctorants et post-doctorants. C'est scandaleux. C'est scandaleux que dans l'enseignement, l'enseignement primaire, un enseignant gagne aujourd'hui à peu près 1,2 fois le SMIC, alors qu'il gagnait 2,1 fois le SMIC il y a 40 ans. Donc on est dans un mépris complet de ce qui fait ce qui est le fondement d'un État-nation, c'est-à-dire l'enseignement, et surtout l'enseignement mutuel, qu'on s'enseigne les uns aux autres en pensant que ce n'est pas une compétition, on pense que l'autre fera peut-être mieux que soi, et que c'est très bien.
C'est très bien parce que on sera dans une société où il y a une amélioration constante et peut-être que l'autre ayant fait mieux que soi-même me donnera à mon tour le moyen de me développer. Donc c'est ça un système gagnant-gagnant. C'est ça un système, avec ce mot dont on abuse beaucoup trop pour lui faire dire n'importe quoi, mais un système inclusif au sens réel du mot. Et un système aussi où chacun apporte sa part avec ses moyens. Donc on a encore ces moyens. On les aurait. On a un siège au Conseil de sécurité. Et on devrait proposer une réforme d'ailleurs du Conseil de sécurité et prendre la tête de cela. La France devrait prendre la tête dans ce rôle de médiation entre les deux blocs qui s'esquissent. Parce que s'il y a deux blocs qui se créent, il y aura nécessairement à terme une guerre. Donc il faut essayer d'éviter la création de blocs. Et pour éviter cette création de blocs, il faut des médiateurs. La France devrait jouer ce rôle. Et même si elle a peu de ressources, un catalyseur convaincu d'être un catalyseur, même si c'est très peu, c'est celui qui produit la réaction chimique qui est là. Donc je vous encourage à vous battre sur ce plan, en constituant un mode de relation nouvelle, un mode de relation nouveau, aux politiques. Et que le politique, c'est pas se faire élire ou se faire parachuter quelque part pour exercer un pouvoir. Le politique, c'est de donner aux citoyens de son pays les moyens de connaître et de comprendre comment ils doivent œuvrer à ce qu'un monde devienne meilleur. Ce que disait Lazare Carnot, c'est qu'il faut donner à tout être humain la capacité de servir l'humanité. Élever à la dignité d'homme tout individu de l'espèce humaine, dans ces mots. Donc c'est ce qu'on dit dans notre journal qui s'appelle Nouvelle Solidarité. Et là on voit bien comment la société se rétrécit. Notre journal, ça coûtait 1 600 € de l'imprimer en papier, maintenant c'est 3 900, on ne peut plus le faire. Donc il y a une société de l'argent, et ce monde politique est dominé par ce monde de l'argent. Donc il faut déterminer un monde qui soit établi par autre chose, pas par l'argent, pas par la monnaie, pas par la finance, mais par les relations productives entre êtres humains, pas non plus en s'échappant, en disant si je ne produis plus, ça ira mieux, ou si je suis décroissant, ça ira mieux. Ça ne peut pas aller mieux. Ça peut simplement créer les conditions de chute encore plus grande de notre société française. Donc ça ne veut pas dire c'est la production ou la technologie, ce ne sont pas des choses en soi, ce sont des choses qui doivent être nourries par une certaine conception de l'homme. Je veux beaucoup insister sur ça. Si à la fin, je vais vous lire un poème sur cela, parce que l'art, ça doit jouer un rôle. C'est là où l'art, c'est le point où surgit la création humaine. C'est pas l'art contemporain complètement dévoyé, mais c'est le moment où surgit la création humaine et où ça vous inspire. Einstein, par exemple, jouait du violon 1h30 par jour, et c'est ce qui l'inspirait, disait-il, dans ses découvertes scientifiques, même s'il ne jouait pas parfaitement du violon. Il avait un sens de ce que c'était, de ce qui était l'enjeu. En fait, là, je vous suis moins. Parce que justement, c'est un peu ce que je vous disais. Là, vous parlez justement du siège à l'ONU. On n'a plus aucun poids au niveau international. Et d'ailleurs, on n'a même plus aucune crédibilité entre Jean-Noël Barrot et Macron. Et séjourné juste avant, on n'était pas très bien servi et on s'est ridiculisé au niveau international. Et puis, de même, quand on parle de recherche, de fuite des cerveaux, bah ouais, pour les garder, pour avoir un système éducatif fiable et performant, à un moment, il faut de la thune. Et là, on n'a plus rien. On est complètement à poil. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vous dis qu'il va falloir faire avec rien. Moi, c'est un peu ce que je fais. Je sais que mon gamin, il n'a pas le niveau d'éducation qu'il mériterait. Simplement. Et donc, du coup, je suis obligé de le mettre moi-même à l'électronique, à la SVT. J'ai juste un truc qui est complètement aberrant, mais pour moi, c'est un exemple hyper flagrant, quoi. Quand j'étais gamin, il y avait les decodeurs avec Bernard Pivot. On recevait tous, sans exception, qu'on ait réussi ou pas la dictée, un dictionnaire qui était épais, hyper lourd, avec du latin et du grec en plein milieu avec les pages roses. Enfin, voilà, on avait un dictionnaire énorme. Là, aujourd'hui, le nombre de mots, il a été divisé par 2. Il n'y a plus de latin, il n'y a plus de grec. Niveau personnalité importante de l'histoire, c'est réduit à peau de chagrin. Donc voilà, tout se barre. Et en même temps, on n'a plus la thune. Maintenant, ils nous ont dépouillé, en fait. Ils ont dépouillé complètement le système pour nous mettre
dans une situation, en fait, le seul pays qui était capable justement de faire naître une sorte de renouveau idéologique qui soit plus balancé entre le communisme et le capitalisme à deux balles, c'était la France. Et en fait, ils nous ont brisés. Et pour moi, aujourd'hui, on n'a plus aucune chance de autre que par nous-mêmes, en fait, en tant qu'individus, de se rassembler pour essayer d'éduquer nos gamins par nous-mêmes et d'essayer de rebâtir, en fait, ça, mais de la base. Alors, je dirais pas par nous-mêmes, en s'organisant socialement pour qu'ils soient éduqués par rapport à un système, en effet, qui est défaillant dans l'éducation nationale comme dans l'éducation privée, qui est fait dans l'éducation privée pour former des compétences pour les gens du dessus, pour exercer la gestion de ce système, qui est désastreuse, comme on l'a vu, et en bas pour appliquer la règle définie par ceux d'en haut. Le système ne peut pas marcher. Ce qui est tout à fait contraire à ça, c'est l'éducation mutuelle, où chacun apprend par rapport aux autres. C'était le principe qui a été développé en partie en Angleterre, qui a été développé à la Révolution, qui a continué en France, notamment dans l'organisation de chorales par des gens dont je pourrais vous parler, qui sont Willem, qui sont Francoeur, qui sont d'autres à ce moment-là. Et ça reste, il y a encore des chorales aujourd'hui, mais pour chanter quoi ? Quel est leur objet ? C'est pas pour chanter juste, c'est pour être ensemble et se tenir chaud. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, par rapport à cela, moi, vous êtes guetté parfois à vous entendre parler. Je croyais entendre parler mon neveu, qui est aussi un pessimiste comme vous, et qui disait il n'y a rien à faire, un pessimiste sur ce qu'on peut faire en France, hein, qui n'est peut-être pas un pessimiste comme vous sur ce qu'il ambitionne, sur à quoi il ambitionne d'arriver, mais qui est pessimiste sur les conditions. On n'a pas le droit, je pense, d'être pessimiste sur les conditions, on essaye de les changer. Et quant à la thune, j'écoute moi aussi quelqu'un qui s'appelle Toiti, qui analyse très bien le système, ou Bayrou qui dit que comme on n'a pas de thune, il faut se serrer la ceinture, et c'est faux. L'argent, à un certain moment, ça se crée en fonction du projet qu'on veut accomplir. Alors ça suppose une alliance avec d'autres pays qui sont dans la même situation. C'est les pays des BRICS. C'est les pays qui sont dans l'Union, dans l'Organisation de la coopération de Shanghai. C'est ces pays-là. Et c'est avec ces pays-là qu'on doit coopérer. Alors on ne jouera peut-être pas au départ un grand rôle, mais on peut en jouer un rôle bien plus grand au fur et à mesure des choses, et ce rôle d'intercesseur entre les deux blocs. Donc on a un rôle à jouer qui est un peu ce rôle, je dirais, d'un système qui dans son essence était quelque part gaulo-communiste, où il y avait un désaccord évidemment sur la façon d'organiser la société, mais on était d'accord sur la science, la technique, la cohésion nationale et ce qu'il fallait faire pour qu'elle continue. Donc de ce point de vue-là, je penserais que vous devez politiquement, en plus d'aider votre enfant à développer ses capacités, vous devez politiquement aider les autres à développer leurs capacités et participer à un effort. C'est pas facile, mais vous savez, la liberté elle-même, dont on parle liberté, c'est difficile la liberté, parce qu'il faut tenir compte de la nécessité, et la liberté et nécessité, c'est ce qui est devenu un être humain, la possibilité de surmonter les contraintes. Et c'est ça la véritable liberté. C'est pas de faire quelque chose qui vous, selon votre bon plaisir, ou selon le bon plaisir même de vos voisins ou de vos amis. La liberté, c'est de définir une forme d'action dans l'univers qui soit en accord avec les règles et les lois de développement de cet univers. Et ça, c'est possible, je pense, à tout moment pour des êtres humains. Et il faut tirer de nos faiblesses des forces. Et ce qu'on a fait au moment de l'histoire, c'était De Gaulle en 1940, c'est exactement cela. Et la France, vraiment, était dans un très très mauvais état après les années 30. Donc, si vous voyez cet exemple-là, et ce qui a pu être fait avec beaucoup de contradictions, beaucoup de difficultés, et on peut faire beaucoup de critiques sur des détails, mais c'est l'impulsion générale qui était une impulsion qui a changé les choses. Et aujourd'hui, je pense que cette impulsion générale est possible, à condition de ne pas dire simplement « je sors de l'euro, je sors de l'OTAN et je sors de l'Union européenne ». Moi, je pense qu'il faut demander la dissolution de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, et de sortir de l'euro. Donc, mais pas en pensant qu'en faisant ça, tout ira bien. Il faut penser à une stratégie, à une tactique. Et c'est là que l'action avec les BRICS, avec l'opération de coopération de Shanghai, l'Union économique eurasiatique, et toutes ces organisations-là,
qui sont en recherche de notre ordre et qui ne sont pas parfaites, qui sont parfois avec des régimes qui ne sont pas du tout ce que je souhaiterais en France, mais qui ont l'engagement de se dégager d'un moment d'impérialisme et d'oligarchie destructrice auquel nous avons été soumis, en particulier depuis l'accélération des choses après le 15 août 1971 et le détachement de l'or et du dollar. Ça a commencé avant, hein, mais là, c'est des coups d'accélérateur. Merci beaucoup, Evgeny, pour ta question. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui posent des questions dans le chat. Il y a beaucoup d'engouement pour cette conférence. Merci aux 150 personnes qui sont présentes ici ce soir. On ne va pas tarder à conclure, on ne voudrait pas abuser du temps de Monsieur Jacques Cheminade. J'en profite pour une petite question, puisque nous ne sommes pas dans un lieu anodin, nous sommes dans un réseau social sur Discord, sur un Discord qui est relatif au soutien de Monsieur Juan Branco, au point de vue politique. Alors j'en profite pour vous poser la question, Monsieur Jacques Cheminade, que pensez-vous de Juan Branco au niveau politique et pensez-vous qu'il représente un espoir? On sait que vous partagez certaines positions au niveau de la critique de l'oligarchie, par exemple, ou d'un point de vue de la souveraineté. Avez-vous des divergences? Avez-vous des points communs? Et que pensez-vous du personnage, s'il vous plaît? Moi, je n'ai pas l'habitude de me prononcer en donnant des points. Hein. J'ai l'habitude de voir l'empathie et la sympathie que peut susciter quelqu'un. Et je crois que nous avons éprouvé l'un pour l'autre une sympathie parce que tous les deux, nous sommes sortis d'un moule. Il était à l'École normale supérieure, j'étais à l'ENA, et nous sommes sortis de ce moule. Et je pense que, de ce point de vue, tous ceux qui sont sortis d'un moule, ceux qui l'ont fait, par exemple, en 1940, ou dans la Résistance, ou dans ceux qui ont travaillé au programme du Conseil national de la Résistance, comme Jean Villon, tous ces gens-là, ou dans le domaine artistique, comme Jean Villard, tous ces gens-là ont quelque chose de commun qui crée une attraction. Et je pense que sur ça, il faut bâtir. Alors nous sommes en discussion pour voir comment construire, comment bâtir, avec, je pense, deux êtres humains qui sont, disons, dans la même orientation vis-à-vis du monde, de leurs semblables et de la société. Et nous avons cela de commun. Alors, comment le bâtirons-nous? On va voir ensemble comment on fera. Et je pense qu'il faut en même temps penser à une éducation permanente, comme on fait, ou comme on essaye de le faire dans ce que j'appellerais pas des conférences de ce niveau, mais ces échanges ou ces interventions qui ont ce but de hausser le niveau de réflexion politique dans notre pays, et que c'est très important, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, et peut-être que vous êtes avec moi, et qu'on pense que Juan a, du fait de ce qu'il a écrit, je pense à Parole, il dit quelque chose en Parole qui m'a particulièrement touché, parce que j'ai subi la même chose. Il dit qu'il a eu des professeurs de musique qui étaient insupportables parce qu'ils lui infligeaient le solfège avant la beauté du chant ou la beauté du piano. Et que pour lui, ce qu'il faut inspirer, c'est la composition et pour quelle intention le compositeur a composé les choses. Et essayer de la reproduire à un plus haut niveau dans ses propres termes en jouant du morceau ou la pièce. Et ça, je pense, c'est très important en politique. La politique, c'est une chorale. Et je voudrais vous lire un poème qui le dit assez bien, parce que je pense que c'est une belle conclusion. C'est un poème de Béranger. Alors certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'était le poète populaire dans les années 1830-1850. Et Béranger visite Wilhelm Boquillon, Guillaume-Louis Boquillon, qui était celui qui avait organisé les chorales populaires. Alors, il a donné les chorales populaires avec des centaines, voire une fois des milliers de personnes regroupées. Donc, Béranger y va, il dit c'est pas possible qu'une telle chorale, que ça marche, que ce soit bien. Alors, il y va, il visite l'Orphéon de Béranger, et voilà ce qu'il écrit après sa visite. « Mon vieil ami, ta gloire est grande. Grâce à tes merveilleux efforts, des travailleurs la voix s'amende et se plient aux savants accords. D'une fée as-tu la baguette
pour rendre ainsi l'art familier. Il purifiera la guinguette, il sanctifiera l'atelier. La musique, source féconde, épandant ses flots jusqu'en bas, nous verrons ivres de son onde, artisans, laboureurs et soldats. Ce concert, puisses-tu l'étendre à tout un monde divisé, les cœurs sont bien près de s'entendre quand les voix ont fraternisé. Et je crois que cette idée de fraternité est essentielle dans la liberté, égalité, fraternité, qu'on a réduit à quelque chose de parfois d'un copinage, et c'est pas du tout ça. C'est parce qu'on élève les pouvoirs créateurs de l'autre et que l'autre élève les nôtres et qu'il y a ce rapport d'émancipation réciproque que se crée la beauté. Et je pense que c'est ce sens de la beauté qu'on doit retrouver dans la politique. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup pour cette conférence, Monsieur Cheminade. On espère vous revoir très bientôt ici. Vos propos étaient très intéressants. Et comment? Merci à vous. Ah, ok, je n'ai pas bien entendu. Merci. Et on espère vous revoir très rapidement ici. Bien, il faut se revoir. Hein. C'est toujours poser des questions encore plus embarrassantes. Il faut poser des questions embarrassantes. Bah, j'ai tenu compte de ce que vous m'aviez dit. J'ai essayé. Mais la prochaine fois, donc c'est qu'il y aura une prochaine fois parce que les gens demandaient, je serai plus incisive. Ne vous inquiétez pas. Encore merci. Je vous en prie. Alors, les auditeurs, je vais vous retenir quelques minutes. Cependant, vous avez vu que j'ai fait une annonce très importante concernant les référents. Si jamais il y en a qui sont en train de nous écouter, je vous invite à envoyer un message sur WhatsApp ou sur Signal pour vous manifester. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette annonce, mais c'est pour la mise en place des référents qui est une étape clé de notre mouvement pour pouvoir structurer et indiquer aux ruches ce qu'elles doivent faire. J'ai besoin que vous rentriez en contact avec moi ou que vous envoyiez un message sur le numéro de téléphone que j'ai inscrit dans l'annonce au plus vite avant le 25, avant l'appel avec Monsieur Juan. Il avait des questions, les gens se demandaient si l'appel serait public ou fermé. Non, l'appel sera entre les référents et je verrai si jamais il y aura une retranscription qui pourra être visible de tout. Merci beaucoup. Bon, à tous. Au revoir.